Bon, je vais me lever, ça fait un peu bizarre d'être assise pendant si longtemps debout. Vous m'excuserez si j'ai des moments de pause, puisque mon cœur bat, c'est normal, mais il palpite un peu plus fort que d'habitude. Déjà, merci. J'ai pu saluer à peu près tout le monde. Mais merci d'être là, parce que vous avez pris le temps sur votre vie. Samedi soir, vous avez peut-être autre chose à faire et vous avez décidé d'être là. Donc merci pour ça déjà. Mais pour commencer, la musique c'est quelque chose de très important dans ma vie. J'ai des souvenirs de mes parents qui les dimanches alors nous bloquaient avec leur chaîne d'hi-fi et qui mettaient des titres de Salif Keita, enfin d'artistes à l'époque. Je me dis ouais, ok, super. Et en fait, aujourd'hui, j'entends certains de ces titres avec une émotion très forte parce que mes parents sont décédés désormais. Alors, je n'ai pas pris pour habitude de magnifier les gens qui disparaissent, mais en tout cas, mes parents, je sais reconnaître en eux ce qu'ils m'ont transmis et ce que j'avais envie de garder et ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants et mes 3 fils qui sont là ce soir. Et quand j'ai rêvé ce projet, un jour, alors Julie fait partie des personnes un peu comme ça, en dommages collatéraux, j'ai dit « Ah, tu te souviens de mon truc ?» Et elle me dit « Mais de quoi tu me parles ?» Et en fait, je pensais tellement avoir évoqué mes projets avec ses amis qui étaient importants à ce moment-là de la création, que ça me paraissait naturel qu'ils comprennent de quoi j'allais parler. Et en fait, Romain, qui est là, au fond de la salle, si tu veux venir, Romain, a composé 2 titres que vous allez découvrir ce soir. Vous avez les papiers entre les mains, vous pourrez partir avec. Sur les papiers, vous avez la possibilité de découvrir les paroles, parce que quelquefois une écoute en lisant les paroles, ça peut aider. Ce sont 2 titres qu'il a créés à ma demande pour habiller, nourrir, de la même façon que les autres artistes qui sont là ce soir ont nourri et habillé mon projet d'exposition. Et là, on est sur une thématique musicale qui m'est chère, comme je vous le disais, et avec des titres très forts, puisque moi j'écris depuis quelques années et j'ai donné plein de matière à Romain, un livre que ma mère on a pu écrire avant son décès, qu'on a demandé à quelqu'un d'écrire, et il s'est inspiré de tout ça. Et Romain a cette force qui fait que, quelquefois, je ne sais même plus s'il parle de lui ou de moi. Tellement il a réussi à comprendre ce que je voulais faire ressortir par ces thématiques, ces chansons qu'il a créées, et je suis très très fière aujourd'hui de tout le travail que les artistes qui ont accepté de m'accompagner, voilà, tout le travail qu'elles ont fait pour moi, avec moi, pour vous. Et donc voilà, je suis Aminata, comme je le dis, c'est être avec les autres en fait. Donc merci d'être là. Et on va commencer par l'écoute des musiques. Je vais laisser quelques mots à Romain parce que je trouvais ça important qu'il puisse vous expliquer un petit peu les choses telles qu'il les a vécues. C'est toujours dur d'expliquer des chansons, mais non, mais pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai que c'était un plaisir de travailler pour ce projet parce que ça résonnait beaucoup en moi. Je n'aurais pas accepté d'ailleurs si ça ne résonnait pas en moi. C'est vrai qu'on était, je pense, à des stades communs dans nos vies, et c'est vrai que l'incarnation de soi, que je suis, l'affirmation de soi, accepter ce que nos parents nous donnent, enfin la filiation, tout ça, toutes ces choses qui nous composent, les coups qu'on prend, qui composent aussi, c'était des choses dont tu m'as parlé et dont cette exposition traite.
et c'était facile, du coup, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand tu dis il y a beaucoup de toi et beaucoup de moi, oui, je crois que je ne sais pas écrire autrement qu'en moi mettant beaucoup de choses de moi. Et j'avoue que c'était un exercice facile de me mettre à la fois dans ta peau et dans la mienne, et j'ai aimé justement ce double jeu de plus savoir. Ces chansons sont aussi hyper personnelles, aussi personnelles que pour toi en fait. Donc mais je pense que j'aime ça aussi, le fait que d'écrire des choses qui peuvent être un peu universelles, et j'espère toucher les gens, parce que je crois qu'on fait ce métier, on fait une exposition pour penser des plaies aussi, et on a espoir aussi, par les mots, par la musique, de peut-être un peu penser celle des autres. En tout cas, moi, c'est ce qui me donne envie de vivre et de survivre aussi, parfois. Donc ça donne un sens, de tenter de faire résonner des choses chez les autres. En tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc. Voilà, donc on ne va pas faire de suspense plus longtemps, je vous laisse, voilà, on va prendre le temps. Cette vidéo qui est derrière nous, alors certains et certaines l'ont peut-être déjà vue, mais c'est une vidéo qui est issue un peu des temps de travail qu'on a eu avec Pauline, donc elle a fait une sélection, et donc Pauline n'est pas là ce soir, mais d'une certaine façon elle est là, et c'est cette vidéo-là que vous allez voir en boucle pour accompagner un peu la musique, voilà, donc je vous propose d'y aller. J'ai tout gardé en moi comme une maladie. Surjouer c'est du passé. Pleurer n'a jamais tué. J'ai plus besoin de secours, secours. J'ai plus besoin de secours, secours. Ça y est, ma place est là, 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 là. Tu vois mon règne est là, 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 là. J'ai plus besoin de pourtant danser. Oui, c'était mon préféré. Avant qu'il soit celui qui me rappelle que ton temps était compté, que ton corps ne pouvait plus danser. Tu étais ce vœu de vie en or et en grâce à toi, j'ai ta grâce à toi. Tu laisses le monde joyeux. Grâce à toi, j'ai ta force à toi. Tu laisses le monde joyeux. À toi nous et à jamais. Ma chérie, allez, gros bisous. Juste, je te laisserai la parole à Anastasia après. Juste pour que vous sachiez, la voix que vous entendez, donc c'est la voix de ma mère, qui est donc décédée en 2018. Et ma mère avait une tradition vis-à-vis de ses enfants, c'est que à minuit, fatiguée ou pas, elle attendait, elle nous appelait, elle nous laissait un message si on ne décrochait pas. Ou elle nous disait toujours joyeux anniversaire, minuit pile poil. Je suis née le 30 novembre, c'est pour ça que le mois de novembre est important pour moi pour démarrer cette exposition. Et en 2016, ma mère n'a pas réussi à m'avoir et elle m'a laissé ce message. Donc les bouts de bois que vous entendez, ce sont les bouts de ce message. Et ce jour-là, je sais pas, j'ai eu envie de l'enregistrer, je l'ai gardé en me disant, bon, ma mère était encore là, de toute façon, j'en écouterai encore plein, mais celui-ci, j'ai eu envie de le garder. Bon. Il se trouve que depuis son décès, je l'écoute à chaque anniversaire, il a quelque chose d'intemporel. C'est pas pour me faire souffrir, c'est juste la garder auprès de moi. Et voilà, Romain, voilà, de la façon dont il a construit ce titre et en intégrant cette voix de ma mère, donc elle parle en bambara, qui est une des langues que l'on parle au Mali. Voilà, vous avez la traduction, mais c'était des salutations, des bénédictions qu'elle posait sur nous, ses enfants, ses petits-enfants, pour nous protéger, pour nous dire qu'elle serait là tout le temps. Et une de ses envies, c'était qu'on puisse partager le plus de temps possible. C'est plus le cas, mais voilà. Donc, d'une certaine façon, Romain a réussi à prolonger la présence de ma mère auprès de moi, auprès de nous. Et le côté universel, pour moi, c'est bon. Vous voyez que Julie a des larmes aux yeux. Et voilà. Le deuil, le décès, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Voilà. C'est comme ça. Donc, je te laisse la parole, Anne-Cécile. Merci, Aminata. Eh bien, merci Romain pour ces très belles chansons. Et donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Anastasia, je travaille à la Maison de la Conversation
Donc bienvenue dans ce lieu. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont venus, mais voilà. Je vais rapidement présenter donc, le lieu et les deux femmes qui sont à mes côtés. Donc la Maison de la Conversation, c'est un tiers-lieu qui a ouvert il y a 1 an. C'est un tiers-lieu d'innovation sociale et notre travail, notre objectif, notre souhait, c'est de replacer la conversation au centre de nos vies, d'apprendre à se parler dans un environnement apaisé, de débattre sans se battre. Voilà, donc c'est un petit peu notre leitmotiv dans notre travail de tous les jours, dans ce quartier prioritaire de la ville qui est le 18e arrondissement de Paris. Voilà, donc bienvenue et j'espère que nous vous retrouverons dans notre programmation qui est gratuite, petit moment de pub, gratuite et accessible à tout le monde. Donc dans le bar, il y a des programmes qui sont disponibles avec nos différents ateliers, nos différents formats conversationnels. Donc peut-être à très bientôt, je l'espère. Voilà, donc ce soir, nous sommes réunis tous ensemble. Merci à vous d'être ici pour l'exposition d'Aminata. Je suis Aminata, un projet qui fait société. C'est une exposition protéiforme qui s'est construite autour de l'identité et de la construction des liens entre les personnes. Voilà, donc une quinzaine d'artistes ont répondu à ton appel, photographes, plasticiens, pour te représenter selon leur vision, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc Aminata, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Tu es une femme du mois de novembre, comme tu l'as dit. Tu as 3 fils qui sont là ce soir, qui t'ont accompagnée. Tu es aimée et tu aimes en retour. Tu as appris à faire du vélo et à nager quand tu étais adulte. Tu m'as écrit que ça te faisait toujours un petit peu peur. Ouais. Voilà, tu aimes poser des questions, te poser des questions et en poser en retour. Et c'est pour ça que tu as commencé une série de podcasts, d'interviews. Tout le monde passe sur le trône. Tu es également la présidente fondatrice de l'association Je suis Aminata. Et tu es Aminata. Bonsoir. Bonsoir. Julie, bonsoir. Tu es travailleuse sociale depuis 20 ans. Les rencontres... Pardon. Il n'y a pas de souci. Oui, du coup, je disais, tu es travailleuse sociale depuis 20 ans. Les rencontres, pour toi, c'est une source d'énergie et de créativité. Et tu as commencé à écrire il y a quelques années. Et c'est comme ça qu'est né ton projet de blog transculturel, comme les ailes d'un oiseau. Il y a quelques articles que tu as imprimés qui sont disponibles dans le bar et sur les tables derrière. Donc je vous invite à les lire et à les découvrir. Et tu accompagnes Aminata ce soir pour l'échange. Donc je vais vous laisser la parole toutes les deux, parce que je pense que tu sauras mieux le faire que moi. Voilà, je suis juste là pour vous introduire. Et maintenant, je vous laisse la parole pour échanger avec vous, public. Je vais passer peut-être le micro s'il y a des questions. Ça vous va ? Ok, parfait. Et ben, je vous laisse la place. Merci à vous. Merci. Donc je me présente, donc je m'appelle Julie. Donc Aminata m'a lancé le défi d'animer ce soir la discussion. Alors moi aussi mon petit cœur il bat, d'autant plus à l'écoute de cette chanson-là. Merci. Désolée. Ouais, parce que voilà, ça fait écho aussi à mon histoire personnelle et donc voilà, il va falloir que ça passe en douceur. Donc je voulais remercier, en tout cas la Maison de la Conversation de nous accueillir ici. Je l'ai découvert il y a à peu près 1 mois sur un spectacle qui avait lieu là, ici, la scène sur laquelle je suis. Un très très bon spectacle. J'en parle parce que je sais qu'ils vont essayer de se reproduire peut-être à Paris ou ailleurs, mais en tout cas si vous avez l'occasion, allez voir, c'est Démasculinisez-moi. Donc voilà, un très beau spectacle. Donc remercier les personnes qui nous accueillent ici, remercier Aminata aussi de me donner la possibilité. Alors là c'est très bizarre pour nous deux parce qu'on se connaît bien, Aminata et moi.
On a souvent des longues conversations et de se retrouver côte à côte comme ça, de parler des sujets dont on va parler ce soir, qui sont l'identité, le lien. Ce sont des sujets de conversation qui peuvent nous amener jusqu'au bout de la nuit. Sauf que là, on est avec vous, ça va être un petit peu différent. Qu'est-ce que je peux dire? On va démarrer en tout cas un échange et une discussion toutes les deux. Moi, je vais essayer d'amener aussi Aminata à aller approfondir cette thématique de l'identité que vous avez pu découvrir à travers son exposition et puis aussi au niveau du lien. Et puis après, nos échanges, on va faire circuler les micros dans la salle de manière à ce que vous puissiez vous aussi poser des questions, échanger avec Aminata sur toutes ces questions. Go. Elle ne connaît pas les questions. Donc, je suis Aminata, un projet qui fait société quand je deviens œuvre d'art. Ça, c'est l'accroche de ton exposition. Les thématiques principales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lien et l'identité. Mais avant de lancer la conversation, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on essaye alors pas de définir ce que c'est que l'identité, parce que ça serait très compliqué. J'ai essayé de trouver une définition de l'identité pour préparer mon intervention, et en fait j'ai pas pu, parce que c'est vraiment l'identité, en plus telle que tu la présentes là, c'est vraiment l'identité à la croisée de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, de la métaphysique. Donc voilà, il y a plein de choses, ouais, ça va être sympa ça, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui se croisent, donc définir en un mot ou en quelques phrases l'identité, c'est pas possible. En tout cas, on va essayer de le faire ensemble. On ne peut pas te définir uniquement par ton métier, car tu as plein d'autres activités à côté et des projets que tu as menés. Je n'essaierai pas non plus de te définir en quelques mots, car ça serait très réducteur. Mais ce que j'ai envie de dire de toi ce soir, pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, c'est que tu es une amoureuse de la vie et de la relation aux autres. Une femme au cœur immense, qui se laisse guider par son intuition et qui a de l'audace. Tu dis souvent de toi que tu es plusieurs dans ta tête, et c'est sûrement ce qui fait émerger tous les projets que tu mets en place autour de toi. La création de ton podcast « Tout le monde passe sur le trône », dont j'ai eu l'honneur de participer, et la co-création aussi du premier festival de podcast à Rennes, Aux Parleuses, en octobre dernier, et aujourd'hui l'exposition « Je suis Aminata ». Un projet qui, pour moi, est audacieux et humaniste à ton image. Femme dynamique aux multiples facettes et haute en couleurs, tu m'as piqué la phrase « tu es Aminata ». Donc la photo, c'est le point de départ de cette exposition, le projet que tu as fait avec Pauline Thémon, qui en servi de base à la création aussi des œuvres d'art qu'on a découvert ce soir. Alors, je fais ma petite pub. Donc j'ai essayé quand j'ai réfléchi aux questions, tu m'as dit Julie, est-ce que tu pourrais animer le débat? J'aimerais vraiment creuser toute la question autour de l'identité et du lien. J'ai essayé de me dire, ok, l'identité, à partir de quel moment elle peut se construire dans la vie d'un être? Et ça m'a renvoyé à l'enfance. Dans le sens où quand on est enfant, on est souvent amené à entendre des choses sur nous, alors qui peuvent être valorisantes, parfois dévalorisantes, mais en tout cas c'est souvent un regard qui est porté par les adultes sur nous et qui construit, en tout cas c'est mon avis, une partie de ce qui fait notre identité. Mais est-ce que c'est vraiment notre identité? Comment est-ce que l'on fait pour ne plus accepter d'être défini par l'autre? Finalement, qu'est-ce qui construit notre identité? Peut-on distinguer identité et conscience de soi? Et surtout, comment prend-on conscience de soi? Au vu, moi, de toutes ces questions, j'aimerais savoir un petit peu, toi, quel est le regard que tu as sur ton parcours et sur la construction de ton identité au jour où on se parle. C'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Alors c'est marrant, effectivement, en t'écoutant, moi je me souviens que ma mère me disait souvent « t'es comme ton père ». Alors quand elle me disait ça, c'était pas positif dans sa bouche, mais ma mère a été très fatiguée par l'envie importante de mon père d'être en lien. Mon père adorait recevoir du monde, adorait rencontrer du monde, parler, c'était un parleur, enfin et voilà, il était chauffeur de...
Il était chauffeur de taxi et il nous racontait souvent que voilà, peu importe la personne qu'il avait dans sa voiture, il passait, il posait des questions, il discutait, tout ça. Donc ma mère, quand elle me disait « t'es comme ton père », c'était déjà « tu parles beaucoup trop comme ton père ». Et puis moi j'avais ce goût vraiment d'aller vers les autres, mais qui n'est pas venu tout de suite, parce que petite, moi je retrouve dans mon carnet de santé, timide, le médecin n'arrivait pas à savoir si je savais parler parce qu'il n'arrivait pas à me faire parler pendant l'examen. Ma mère a dit mais pourtant si, elle n'arrête pas, mais jamais à l'école, tout ça. Je suis restée longtemps une timide. Je ne sais pas à quel moment ça s'est débloqué, en tout cas à l'extérieur, mais à la maison, a priori, j'étais une pipelette. Et cette identité, déjà par rapport à celle que j'aime être aujourd'hui, j'ai dû vraiment combattre le truc de ça veut dire quoi être comme mon père? Est-ce que du coup dans la bouche de ma mère c'était pas positif? Est-ce que c'est bien pour d'autres? Est-ce que ça peut être intéressant pour d'autres? Est-ce que finalement j'ai des choses intéressantes à raconter à d'autres? Voilà. Et je voyais bien que mon enthousiasme parfois aller vers des personnes me disait j'ai l'impression parfois de faire peur, et puis je suis grande, quelquefois ça me donne peut-être une impression de fondre sur les gens, donc il y avait toutes ces choses-là, donc j'ai dû vraiment nettoyer beaucoup de choses qui me semblaient pas positives en tout cas, vis-à-vis de ce que vraiment j'aime aujourd'hui être, c'est-à-dire une personne qui va vers les autres. Pour autant, et ce que j'ai appris à découvrir aussi, c'est que j'ai vraiment besoin de moments où je suis seule avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose, il y a une des photos où j'en parle, j'ai beaucoup attendu qu'on vienne me chercher. Qu'on vienne me chercher, même, parfois je faisais semblant de me mettre à l'écart dans des groupes d'amis pour qu'on vienne me chercher en disant, je voulais créer du manque. Et je me rendais compte que finalement, je semblais manquer à personne, puisque je finissais par attendre, et l'heure du repas arrivait, quand on était dans des groupes comme ça, et je me dis, t'étais où, tu me cherchais, enfin bon. Je me donnais des airs comme ça, et je me disais, en fait, j'ai manqué à personne, et ça me faisait une douleur. Je me disais, mais en fait, moi, j'aimerais manquer à des gens. Et plein de fois, je me suis imaginé, si je mourais, qui viendrait à mon enterrement, qu'est-ce qu'on dirait de moi, ceci, cela. Donc vraiment ce lien, tout ça, j'ai compris vraiment que la peur de l'abandon aussi, toutes ces choses-là, donc j'ai vraiment dû me construire avec plein de choses comme ça. J'ai mis le doigt au moment où on s'est connu avec Romain, pendant un stage sur les masques, j'ai mis le doigt sur ce qui faisait que j'avais peur de l'abandon. Une scène toute simple, mon père et mon frère qui partent un matin, on habitait en région parisienne. Je vais avoir 45 ans, je suis dans les années 70, on ne disait pas à nos enfants je reviens mon chéri, t'inquiète pas, nanani, enfin on n'expliquait pas les choses comme ça, en tout cas pas dans ma famille, et je me lève un matin avec ma sœur, on cherche mon père et mon frère qui étaient censés être là et on les voit pas, je sais plus quel âge j'en avais, je devais avoir 6-7 ans, et on regarde par les fenêtres, on les voit qui partent et on crie, et ils nous entendent, ils remontent et ils nous engueulent, mais qu'est-ce que vous faites, on allait revenir, enfin voilà, mais... Et moi, c'est resté vraiment un truc. Et j'ai compris que c'était cette crainte qui était là. Donc, c'est ça, la peur de l'abandon. Et donc, mon identité, au début, je pense que vraiment, en étant adulte, j'ai dû vraiment, pour accepter celle que je suis, beaucoup nettoyer toutes ces choses-là, qui étaient des peurs, des craintes d'abandon, des peurs pas de mort, mais d'être oublié. Et oui, donc, alors... Par rapport à la conscience de soi, comment on prend conscience de soi, il y a un moment donné, tu vois, j'ai pensé à un truc, moi j'ai eu une sorte, alors on peut mettre plein de mots dessus, mais est-ce que c'est une crise identitaire ou quelque chose, au moment de la maladie de ma mère et de son décès, il y a vraiment eu quelque chose en moi qui s'est joué autour de mon identité et qui a fait la bascule. Et je discutais avec Big Bassi, qui est un artiste camerounais que j'ai interviewé, qui me disait que lui, il a eu une crise identitaire suite à l'expérience de la migration qu'il a pu avoir à 30 ans, plus de 30 ans passés. Est-ce que toi, dans ton histoire, cette identité, quand tu te dis je me dégage de ce qu'on a dit de moi, l'image qu'on a de moi, pour aller vraiment sur ton identité, est-ce qu'il y a eu une expérience, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fort dans ta vie qui a permis cette bascule ou qui a fait pour toi ça a fait écho et ça a mis la réflexion en route? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs moments, c'est presque banal de le dire, mais la naissance de mes enfants, en tout cas de mes fils, j'ai fait 3 fausses couches. Donc j'ai 3 fils, j'aurais pu alors en avoir 6, je pense pas qu'on aurait été jusque-là avec mon mari, en tout cas, mais j'ai fait 2 fausses couches avant mon aîné et une fausse couche avant le deuxième. Ça a été des moments à chaque fois
de questionnement sur la capacité que j'avais à conserver un enfant dans mon ventre déjà, donc des premières douleurs comme ça, de quelque chose dont on parlait comme étant voilà, le truc le plus vieux du monde, chaque personne qui veut un enfant peut en avoir un, enfin voilà, donc déjà découvrir que c'est pas forcément une chose aisée. Et quand mes enfants ont commencé à grandir, et tant qu'on est dans le maternage, enfin moi en tout cas je ne me suis pas posé trop de questions, je les allaitais, je savais les nourrir, tout ça, mais quand on commence à être dans l'éducation, je me rendais compte que quelquefois il y avait des colères sourdes en moi que je ne m'expliquais pas. Ils n'avaient rien fait de particulier, mais je sentais qu'il fallait qu'ils soient ailleurs, et que moi il fallait que je sois ailleurs, enfin voilà, donc déjà il a fallu que je comprenne ça, donc ça c'était les premières choses, et assez rapidement je me suis dit il faut que je me fasse aider. Alors on dit toujours je vais voir quelqu'un, je suis allée voir quelqu'un, quelqu'une, plusieurs personnes, et je me suis rendu compte que moi qui aime parler, c'était pas forcément les choses qui passaient par la bouche qui m'aidaient, mais tout ce qui passait par le corps. L'hypnothérapie par exemple, ce sont des choses que je fais beaucoup, l'homéopathie, l'ostéopathie, toutes ces choses-là, enfin voilà, qui guérissent le corps. Et après, le décès de mon père est décédé donc en 2012, et je me suis pris dans la tête plein de craintes, de peurs que j'avais. Pour vous dire un truc tout bête, on habite à la campagne, et mon mari qui est là, jusqu'au décès de mon père, devait, le soir, quand je rentrais, moi je suis du genre à rentrer tard le soir, quand je sors, voilà, mais il était obligé d'attendre que je rentre pour fermer le portail derrière moi. J'étais incapable de sortir de ma voiture, on a une grande allée comme ça, de sortir de ma voiture, de fermer le portail derrière moi et de rentrer à la maison. J'avais peur, vraiment peur, le noir, les arbres, tout ça, j'avais peur de me faire agresser, voilà. Et un jour, donc mon père est décédé donc en juillet 2012, un jour je rentre du travail et je sais pas pourquoi, je m'auto-interroge sur les peurs, les machins, tout ça. Et je me dis, ah, tu voulais faire de la boxe à un moment donné, pourquoi t'as laissé ça, tout, boxe française. Et je rentre chez moi, et j'arrive devant mon portail, et je fais, allez, vas-y, je ferme. Je suis sortie, je l'ai fermé, j'ai l'impression, vous avez la chanson de Rocky, voilà, qui monte son escalier, j'avais l'impression d'avoir ça derrière moi. Je rentre, mon mari me dit, ah, je vais fermer le portail, je fais, non, je l'ai fermé. Il me dit, ah bon, ok, voilà. Je vais dans les toilettes, et je cherche. Boxe française, club à côté de chez moi, et j'envoie un message tout de suite en disant est-ce que je peux rentrer, voilà. Il m'a répondu le lendemain et j'ai fait 2 ans et demi de boxe française. Et ce jour-là, je me suis dit c'est bon, je tabasse toutes mes peurs. Et j'ai commencé comme ça au fur et à mesure, donc voilà, à me dire voilà, j'ai peur de ci, pas pour me mettre en danger, hein, pour le coup, vous ne me verrez jamais sauter du haut d'un pont en élastique, tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais ces peurs qui font que ça m'empêchait d'être moi, d'aller vers les autres, la peur de l'abandon, tout ce que je vous disais aussi. Et puis le décès de ma mère, j'ai été très mal. Quand elle est décédée, c'était très brutal. Et on était en voyage à l'étranger, on est rentré, et toutes les cérémonies, les choses que l'on fait pour accompagner une personne qui décède, enfin voilà, on en a parlé avec mon frère, ma sœur, enfin voilà, et j'ai pris rapidement un rendez-vous avec l'hypnothérapeute qui m'accompagnait, et j'avais une phrase qui me trottait dans la tête, et j'avais du mal à la dire tout haut, et quand je l'ai vue, je lui ai dit, c'est très bizarre, je me sens libre. Et j'ai fondu en larmes. Elle me dit, mais c'est un sentiment tout à fait normal. Mais je dis, je me sens libre, en même temps j'ai peur. Parce que qui va raconter l'histoire de mes aïeux, de ma famille à mes enfants? Parce que du coup, je suis le dernier bastion familial. J'ai plus mon père, j'ai plus ma mère. Les oncles et tantes, ils disparaissent aussi. Enfin voilà, donc il y a vraiment eu ça. Ces étapes-là, en fait, qui m'ont vraiment fait me dire, allez, on y va. J'ai envie, j'ai besoin de comprendre celle que je suis et de nettoyer encore et encore pour vraiment comprendre comment je me suis construite. Alors c'est toujours facile de faire le film après coup, hein, mais en tout cas j'ai eu besoin de défaire, et c'est vraiment ces étapes-là, la naissance de mes enfants, où j'avais vraiment envie de plus être juste une boule de colère implosive là comme ça pour eux, et surtout de ne pas leur léguer ces colères qui ne leur appartenaient pas, quoi. Et puis après les décès de mes parents. Ça me fait écho en fait quand tu parles notamment de la perte et du deuil. Je parlais tout à l'heure quand on est enfant, c'est ce qui nous fonde en termes d'identité, et c'est vrai que la perte, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, la perte d'une des personnes qui t'a fait, qui a fait en partie aussi ce que tu es, c'est un peu comme un sablon mouvant en fait, comme le château de cartes qui s'écroule, et de sentir qu'il y a un moment donné, tu es sur quelque chose de très très fragile. C'est comme si d'un coup on enlevait les fondations.
on t'enlève les fondations, il y a un truc, sans que ça devienne bancal, tu perds confiance en toi sur des choses sur lesquelles tu n'avais absolument pas aucun problème. Et après, c'est ce que tu dis, c'est que ça vient déstabiliser quelque chose pour après recréer et repartir. Et ton identité aussi, elle se reconstruit à travers cette épreuve-là et comment tu avances par rapport à ça. Moi, ça me fait vraiment écho de ce que tu dis. Alors, c'est ce que je disais là à l'instant, c'est un des lieux où notre identité se construit de façon importante, c'est la famille. Aminata, toi tu es née et as grandi en France, mais tes parents sont nés et ont grandi au Mali. Une situation que de nombreux enfants vivent en France. Marie-Rose Moreau, qui est une professionnelle de la transculturalité, les décrit ces enfants comme les enfants d'ici venus d'ailleurs. Des enfants qui sont amenés à devoir métisser le monde du dedans et le monde du dehors, dans un pays qui ne valorise pas, voire qui inhile la culture des parents, quoi. Pour toi, ce métissage, comment est-ce qu'il s'est opéré et comment a-t-il participé à la construction de ton identité? Je pense que j'ai pas mal écouté le podcast Kif Taras. Elle pose souvent la question aux gens qu'elle invite, est-ce que tu te sens noir ou arabe ou quoi que ce soit, et à quel moment tu as compris que tu étais noir ou arabe Donc elle s'adresse à des personnes d'origine étrangère. Et je pense que je ne m'étais pas trop posé la question et je me suis dit, en fait, j'ai vécu longtemps, dans ma jeunesse en tout cas, dans une banlieue parisienne, où il y avait des noirs, des arabes, des blancs, enfin voilà, on ne se posait pas trop la question. Et malheureusement, je ne suis pas très originale quand je dis que j'ai compris que j'étais noire quand j'ai rencontré plus de blancs que de noirs et qui m'ont demandé assez rapidement, « Ah, t'es d'où? Ah, t'es arrivé quand? Ah, t'as pas trop froid ?» Enfin voilà, donc, je ne comprenais pas ces questions-là et je me suis dit, bon voilà. Et donc du coup, j'étais vraiment dans du rejet au démarrage, de me dire, ouais, en fait, fait chier, et puis dès que, j'en ai pour en avoir parlé, dès qu'on voit à la télé une personne d'origine étrangère qui a fait du mal quelque part en France ou à l'étranger et qu'on entend, je me dis, putain, voilà, super, ah en plus il est malien, ah merde. Et de ce truc-là, de se dire, en fait, je sais pas si un Breton ou un Marseillais ou quoi, quand il entend qu'un Marseillais ou un Breton a flingué quelque part à l'autre bout du monde, je dis, ah super, il a sali la réputation des Marseillais ou des Bretons et des Bretonnes. Donc malheureusement, c'est ce truc-là que j'ai toujours refusé en me disant, moi, le communautarisme, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'être la noire qui aime être avec les noirs et machin, moi je veux être avec tout le monde. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai des amis bienveillants. Alors, avant toi encore, parce que j'ai avec Julie une relation juste d'humaine à humaine, que je sois noire ou quoi que ce soit, on s'en tape. Mais un ami, pendant mes études à Aix, qui me dit « Ah, t'es Peul, machin », et qui me posait des questions, j'étais incapable de répondre, je sais pas. Alors j'ai commencé à appeler mes parents et en dire « Tiens, on vient de quoi, machin et tout ». Il me dit « Ah, en fait, il y a des trucs cool et tout ». Et à commencer à écouter, découvrir les Salif Keita que j'écoutais en souffrant quand j'étais gamine, et finalement de dire « Ah, en fait, c'est ci, c'est ça ». Et à recommencer, quand ma mère venait, qu'à s'occuper des garçons, je lui dis, maman, parle-leur en bambara, nous, ils nous ont jamais forcés, obligés à parler bambara, et aujourd'hui, qu'est-ce que je regrette? Donc, je comprends, mais je suis pétrifiée à l'idée de parler, parce que j'ai l'impression que les mots déjà se bloquent dans ma tête, toutes ces choses-là, et à commencer à me dire, mais merde, en fait, quelle erreur j'ai faite de ne pas accepter ce bout de culture qui était le mien, qui était là, sous ma main, sous mes yeux, et qu'il a fallu que maintenant mes parents décèdent, et voilà, et bon, du coup, je transmets rien à mes enfants de ce côté-là. En tout cas, je leur parle de ce bout de culture, mais qui est déjà un peu... c'est comme un sachet de thé qu'on a mis dans plusieurs tasses, quoi. Il n'y a plus le même goût, et voilà. Donc, bon, pour de vrai, après, j'aime pas vivre dans le regret, mais si je devais refaire des choses, en tout cas, ça serait peut-être d'aller m'intéresser plus rapidement à cette culture qu'on me montrait comme un truc bof. Ma mère, quand elle nous parlait en bambara dans la rue, quand on était avec elle, elle dit « Maman, arrête !» J'ai un petit nom, on a tous dans les familles africaines, souvent, il y a des petits noms. Moi, je m'appelle Aminata parce que c'était le prénom de ma grand-mère paternelle. Et donc, mon père m'appelait maman, petite maman, mamie. Et ça, mamie, pour moi, c'était la honte. Je dis, mamie, ici, ça veut dire grand-mère, en fait. Donc, mon frère, il n'est pas là, il devait venir ce soir, il ne pouvait pas avec ses enfants, c'était compliqué. Lui, on l'appelait, alors il n'est pas là, je peux te dire, papou.
Donc il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson, c'était Dorothée qui chantait « Il y a des papous partout dans les rues ». Et voilà, et c'était ce truc-là qui du coup était devenu un truc un peu une ritournelle pour les enfants. Mais un jour j'ai eu le malheur d'appeler mon frère Papou dans la rue. Il a entendu ça tout le temps. Ah Papou, Papou. Bon, heureusement il était grand et costaud, donc les gens ont arrêté rapidement parce qu'ils ont eu peur de se faire taper sur la tronche. Mais c'est toutes ces choses-là où je me suis dit, on cachait. Et du coup mes parents ils nous ont dit, on vous a pas obligé à parler bambara parce qu'on voulait que vous vous intégriez en France. C'est horrible. J'intégrais en plus, ça ne veut rien dire du tout. Mais voilà, moi du coup dans mon identité de femme d'origine du Mali, c'est le truc que je regrette aujourd'hui, qu'on n'ait pas réussi à s'autoriser avec ma famille collectivement, c'est un truc de toute notre famille, à être vraiment des femmes, des hommes noirs, et de dire c'est pas grave, en fait, on a le droit d'être là, on n'a pas à avoir peur. Moi maintenant je laisse mes cheveux naturels, mais je les ai fait souffrir avec des défrisages, des machins et compagnie. Enfin, c'est toutes ces choses-là pour ressembler aux gens qui vivaient dans ce pays, nos parents nous disaient, on a de la chance d'être accueillis ici, enfin voilà. En fait, maintenant, je me rends compte que la France et les pays, de façon générale, qui accueillent des personnes d'origine étrangère, ont la chance d'avoir aussi ces personnes dans leur pays. Mais alors bon, c'est pas encore quelque chose, je souffre, je regarde plus les infos en ce moment, mais malheureusement, je suis sur les réseaux, et j'ai vu cette vidéo qui a circulé il n'y a pas longtemps, là, de ce député à qui on a dit « rentre chez toi » ou « rentre en Afrique ». Ça, je crève, moi, de voir ça à chaque fois, et ça a joué sur mon refus, adoration ou amour pour mon pays, de me dire, ouais, en fait, nous, on est les Noirs, on serait Noirs américains, à la limite, ça marcherait, mais Noirs d'Afrique noire, on aime moins, tu parles bambara, on va jamais te dire, ah, c'est super, t'as une autre langue, tout, voilà. Non, voilà. Et c'est toutes ces choses-là qui me... Ouais, j'ai pas appris à être... J'ai appris à être le côté française que je revendique et que j'aime, mais j'ai pas appris et accepté d'être l'africaine qui est en moi, en fait. Ça se joue sur la rupture au niveau de la transmission. On le voit souvent, ça, le fait justement d'avoir un enjeu. La France est un pays où on demande aux personnes qui viennent y vivre de s'intégrer, comme tu dis, et à la différence de d'autres pays, par exemple le Canada qui se construit sur différentes cultures. Et en effet, cette demande dans la migration et dans l'histoire migratoire de la personne, du coup elle arrive et il y a une rupture sur la transmission, une rupture. Et on sait bien que l'identité, on se construit avec ce que nos parents donnent, mais avec ce que nos grands-parents ont été, avec la culture, avec la langue, avec ce vécu. Et c'est comme si, en fait, cette honte de cette partie culturelle a été rompue à travers cette histoire. Et ton témoignage, enfin voilà, c'était quelque chose... c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on a rarement... On a abordé plein de sujets. Tu connais moi mon approche et le travail que je fais autour de ça, et pour autant c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé vraiment, mais ouais, merci pour ta réponse. Je regarde l'heure, je vois que ça avance, donc sur l'identité, je pense que voilà, il y aurait encore plein de choses à faire. Alors pour ceux qui sont curieux, qui veulent venir visiter la Bretagne, j'aurai des questions en suspens et que je reprendrai à Rennes quand on fera la même inauguration de ton exposition. Je vais plutôt partir sur le lien. Donc l'autre thématique que tu voulais aborder, toi, c'était le lien. Le lien et l'identité sont étroitement liés, car on fait du lien avec ce qu'on est, pour moi. Je dis souvent de toi, Aminata, que tu es une tisseuse de liens. D'ailleurs, dès son démarrage, cette exposition a fait le lien, parce qu'elle a fait le lien entre différentes personnes que tu as mises en lien. Elle a fait le lien avec les différents artistes qui sont présents, pour certains ici. C'est une façon concrète d'imaginer ce que tu es d'ailleurs, une identité multiple qui aime créer du lien. Mais le lien, c'est quoi? Il y a les liens professionnels, il y a les liens familiaux, il y a les liens filiaux, il y a les liens d'amitié, il y a les liens d'amour. En fait, le lien, en gros, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est toujours là ou le même en fonction de ces différents liens? À quel moment accepte-t-on d'être en lien avec l'autre dans ce qu'on est véritablement, une forme d'authenticité? Et est-ce qu'on l'est vraiment? Et qu'est-ce qui peut faire frein à cette authenticité? Comment on peut la dépasser? Est-ce que, toi, à travers ce que tu es, ce que tu as vécu, tu peux un peu éclairer ces questions?
c'est marrant parce qu'il y a quelques jours dans ma voiture, je me disais, oh c'est bon, maintenant je vais arrêter, m'adapter aux personnes, parce que alors c'est bien de s'adapter aux personnes quand il y a des besoins de compréhension, tout ça, enfin voilà, mais j'ai justement cette question de plus jouer de rôle et d'être la même un peu partout. Quand j'ai changé de travail, et je ne sais pas si je t'avais déjà dit, Isabelle, qui est là dans la salle, donc je suis en formation d'assistante sociale, j'étais assistante sociale pendant 17 ans. Et Isabelle, donc, on a travaillé ensemble. Et quand j'ai changé de travail, je restais dans la même collectivité, mais je suis sur la gestion de projet, enfin voilà. Et quand je suis changé de travail, je me suis dit, ouais, je vais arriver et je vais être posée. La personne qui, quand elle parle, c'est genre, ah ouais. Et je me suis dit, je vais faire comme Isabelle. Parce que Isabelle, elle a cette façon, elle écoute, elle dit rien, et à un moment, elle parle, tout le monde s'arrête, elle dit un truc, et ah bah oui, là, et toi tu dis, ok, mais j'avais dit, non, c'est pas exactement ça que j'ai dit, bon, elle a mieux dit. Et elle me dit, bah, quand je vais dans mon prochain boulot, je serai comme Isabelle, je veux qu'on se dise, Aminata, ta parole est claire, sage, tout ça, là. Bon, j'ai essayé pendant 4 jours, j'ai pas réussi, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Donc je suis ça en fait. Alors, et pour de vrai, je suis aussi une fille qui pleure, une fille qui a peur, et voilà. Et donc, quand maintenant je suis mal, ou dans une relation, ou que quelqu'un même que je découvre, voilà, ben, je dis directement, moi le code avec moi c'est ça. Par contre, la seule chose qui fonctionne vraiment à chaque fois, et que j'essaie de faire à chaque fois, c'est vraiment, ça va mieux en le disant, je dis à chaque fois, donc j'aime toucher les gens, donc je fais attention à chaque fois, je dis bon, moi j'aime toucher, mais je n'hésite pas à me dire si c'est pas bon pour toi. Enfin, j'essaie vraiment d'être la même. J'essaie, c'est vraiment une grosse envie d'être la même avec les personnes, quel que soit leur statut. Le Tout le monde passe sur le trône que j'ai créé de ce podcast, à la base je voulais dire tout le monde fait caca, mais bon, on m'a dit que c'était un peu bizarre. Il y a peut-être des gens qui ne voudraient pas se faire interviewer si on leur dit tout le monde fait caca. J'aurais dû garder ce titre-là, mais pas de regret, tout le monde passe sur le trône. Il y avait un sens qui était intéressant aussi, ça faisait le trône de la reine et du roi et le trône des toilettes. Et donc c'était vraiment cette idée-là de me dire, mais je veux voir les gens à travers ça. Vanessa Paradis, je la cite souvent, c'est une personne que j'aime beaucoup artistiquement. Et ben, quelquefois, si je me dis que je me sens mal, j'imagine avec une diarrhée ou un truc comme ça. Et ça m'aide à me sentir mieux. Voilà. Je suis très pipi caca, ben, désormais, quel que soit l'endroit, les élus avec lesquels je travaille, tout ça, enfin voilà. Je les regarde pas en me disant, ah, faut que je fasse attention et machin. Alors là, j'ai un bijou assez sage, on va dire, pour le coup, parce que c'est une création de Crotte de Poule qui n'est pas là, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui m'a créé des bijoux par rapport au vernissage, mais j'ai des grosses poupées Barbie, des choses comme ça. Et il y a eu un jour qui me dit, ah mais, on était en commission, elle me dit, mais même dans les collèges, je travaille avec des collégiens et des collégiennes, et voilà, vous allez comme ça? Je dis, ben oui, je m'habille toujours de la même façon, quel que soit l'endroit en fait. Il y a des gens qui me disent, ah, ouais, j'ai croisé un collègue, j'avais un colis Schtroumpf il n'y a pas longtemps, il me dit, mais tu sors d'une fête ou quoi? Je fais, bah non, j'étais au bureau, là je reviens d'un rendez-vous, enfin voilà, j'ai des robes à paillettes, je les mets dans la journée, enfin voilà, j'ai vraiment envie d'être partout pareil et de m'habiller et de penser et de parler aux gens. Voilà, alors je vais pas faire des tout, machin, mais si j'ai envie de rigoler avec une personne, je vais pas me dire ah c'est un élu ou une élue, ou ah c'est le président ou machin. Ça veut pas dire que je respecte pas les gens, c'est juste que pour de vrai, on est juste des êtres humains et des êtres humaines. Et moi c'est ça qui m'intéresse en fait, donc voilà. Voilà pour moi le lien et celle que j'essaie d'être dans le sens d'être pareil partout, voilà. Donc j'ai mon neveu chéri là qui est là, on se disait que finalement il disait il y a des choses qu'il découvre, voilà, parce qu'effectivement on n'en a jamais parlé. Alors il y a un lien, moi je l'ai connu petit comme ça, maintenant il est aussi grand que moi, forcément il y a des choses qu'on raconte pas à un enfant de 5 ans, mais en fait pour de vrai, avec mes enfants, j'ai appris à me dire en fait on peut tout leur raconter. Moi quand je suis triste, je leur dis voilà, c'est pas pour les charger parce que j'ai été beaucoup chargée par mes parents d'émotions qui n'étaient pas les miennes, mais pour leur dire voilà, en ce moment je suis pas disponible parce que je suis triste. Le mois de novembre, typiquement, c'est un mois où j'ai des grosses tristesses parce que mes parents me manquent, ils seront plus là pour souhaiter bon anniversaire, enfin voilà. Donc c'est toutes ces choses-là, on peut tout dire à tout le monde, tout à fait en les respectant. Voilà. Est-ce que pour toi, les liens aux autres, à ceux ou à celles qui nous sont proches, que ce soit les amis, la famille, participent à notre identité? Dans le sens où on sait que l'identité, elle est évolutive tout au long de la vie. Et est-ce que parfois, alors j'aime pas le mot influencer, c'est pas qu'on se fasse influencer, mais est-ce que des fois, est-ce qu'on est tellement dans le lien à l'autre qu'on peut presque parfois absorber
moi je me suis vue des fois reprendre des expressions ou changer un rire parce qu'il y avait quelque chose chez une personne qui m'avait et je m'en rends pas compte en fait, mais voilà, est-ce que toi c'est des choses qui te parlent pour toi, et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je trouve chez quelqu'un d'autre un trait de caractère que j'ai caché ou machin, et que je me dis ah, en fait l'autre personne a fait ça, et ben je m'autorise à montrer ce bout de moi que je suis. Et dans ce sens-là, ça m'influence, ça m'a influencé. Et l'audace d'être moi, ce que j'aime bien dire désormais, c'est vraiment ça, c'est les petits bouts de chaque personne, de rencontrer des gens qui vont s'habiller d'une telle façon, mettre des couleurs et machin, de me dire ah en fait, on peut encore aller plus loin. Il y a une créatrice que j'aime beaucoup qui fait des bijoux monumentaux, donc je trouve tout ça c'est elle. Et à quel point je me dis mais je suis encore une petite joueuse, en fait je peux faire plein de choses. Et elle traîne souvent avec une dame très âgée, qui doit avoir, je sais pas, 75 ans et tout, et de me dire très âgée par rapport à son style vestimentaire, elle met des bijoux. Moi vraiment j'ai l'impression de me dire, et le jour où je l'ai découvert, je me suis dit, encore j'ai vachement d'années encore pour m'amuser avec les fringues, parce que je me dis bon à un moment je vais devoir arrêter de mettre les boucles d'oreilles avec des Barbies, des machins, les sucettes et compagnie, il va falloir que j'arrête parce que j'ai bientôt 45 ans. Et en fait quand je les ai découverts, je fais en fait c'est bon. Voilà, donc ça, dans ce sens-là, ça m'ouvre des chemins possibles parce que je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir ces envies-là et ces besoins, et ça, effectivement, dans ce sens-là, ça m'influence. Et c'est vrai que quand tu parles d'authenticité, on parle de lien, d'authenticité, je me rappelle quand je suis passée sur le trône, tu demandes tout le temps à toutes les personnes que tu fais passer sur le trône s'il y a une petite ritournelle ou il y a un petit truc comme ça qui nous permet en fait de se sentir, comment tu dis, de sentir bien, quand si on est dans une situation où on est mal à l'aise, etc. Et moi je t'avais répondu, j'ai pas une ritournelle, mais par contre j'ai une phrase qui s'est vraiment imprégnée à moi, c'était je peux pas plaire à tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans le lien, voilà, je suis quelqu'un qui peut rire très facilement, qui peut rire fort, etc. Il y en a qui ça plaît pas. Et d'être dans le lien, en fait, c'est accepter aussi de pouvoir être dans le lien avec certains, mais aussi pas dans le lien avec d'autres. C'est-à-dire qu'on peut pas être apprécié par tout le monde, on peut pas être dans le lien avec tout le monde, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir, au contraire, profiter et d'être authentique et de se sentir authentique quand tu es dans le lien avec ceux qui te mettent bien, en fait, avec qui tu es bien. Il y a une thématique qui est abordée dans la chanson Secours, là, qui m'a beaucoup touchée aussi, sur le fait de ne plus vouloir plaire à tout prix. Voilà, j'avais en moi aussi ce qui cohabitait, ce sentiment de désir de l'autre. Je ne parle pas de désir sexuel, je parle de désir d'être attendu, comme je le disais, d'être désiré, qu'on ait envie d'être avec moi, tout ça. C'est fini, en fait. J'aime être avec les gens, mais si les gens ne veulent pas être avec moi, je vais pas... Voilà, c'est pas grave. Donc j'accepte une relation de 5 minutes, 1 heure, une vie, ça, c'est ok. Et surtout, je vais plus me travestir pour essayer de correspondre à ah tiens, peut-être que si je parle comme ça, elle va aimer ça. Enfin, voilà. Et ça, effectivement, ça fait partie des choses aussi importantes, je trouve, pour moi, mon évolution. Alors, quand on parle de lien, on parle souvent de lien, là on est tous là physiquement, etc. Mais il y a aussi, à l'ère numérique, les liens se créent parfois en dehors de la rencontre physique. Et pour autant, certains considèrent ces liens comme moins valables que ceux tissés dans le lien physique. Toi qui es beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait lien? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle expérience tu en as de ces liens-là avec des personnes, par exemple, que tu as connues à travers les réseaux et pas directement en physique? Et qu'est-ce qui fait lien dans ces moments-là, en fait, avec ces personnes? Moi, les réseaux sociaux, j'ai mis du temps à m'y mettre, et à chaque fois on me disait « Oh, tu devrais y aller, vu ce que t'aimes, machin et tout. » D'accord. Et je trouvais pas, effectivement, je voyais pas trop l'intérêt, parce que j'avais des gens en physique, et je me disais « Ça me suffit. » Voilà. Quand j'ai commencé à découvrir ce que ça permettait de voir, de ce qui se passe ailleurs, plus loin, je me suis dit « Ah, c'est sympa. » Enfin voilà, ça permet de découvrir des personnes et des histoires. Et par exemple, il y a Lise qui est là, Mademoiselle Georgette qui est là. Notre relation avant ce soir, elle n'était que par le biais des réseaux, téléphone, enfin voilà. Et en fait,
moi je trouve ça cool. Maggie qui est là, la première fois que j'ai participé, on s'est rencontrés, j'ai participé à un super projet qu'elle a fait, qui est un feumage aux femmes noires, qui s'appelle Fragment, et qui est réédité là pour quelques éditions en série limitée. Là. On s'est rencontrés par les réseaux, et quand il y a des amis à qui je ne disais pas, parce que je me disais, ils vont dire, tu vas rencontrer une personne que tu connais pas. Donc la première fois que j'étais la rencontrer, c'était à Paris, à côté d'un théâtre, on avait rendez-vous à 15h ou 16h, je sais plus, et donc voilà. Et parce que mes craintes aussi, ma mère, quand on s'entendait, me disait toujours fais attention à quoi, on savait pas, mais voilà, et donc je me disais, c'est peut-être pas normal d'aller rencontrer quelqu'un, parce qu'on parle de mythique peut-être, des choses comme ça, d'aller rencontrer quelqu'un qu'on a juste vu comme ça à travers les réseaux. Donc je me suis exemptée vraiment de ces peurs-là, et je fais vraiment confiance à mon intuition. Au bout d'un moment, je me dis, écoute, de toute façon, au pire, tu pars, quoi. Si la personne n'est vraiment pas... voilà, et puis tu peux bloquer, enfin voilà. Et donc les réseaux sociaux que je voyais un peu comme tout le monde, alors je ne dis pas que tout est bon sur les réseaux sociaux, hein, loin de là, mais par contre, moi j'ai fait des vraies rencontres avec des personnes qui, de toute façon, sont comme moi derrière un téléphone, ce sont des vraies personnes. C'est juste que quelquefois, on n'est pas à côté, on ne se rencontrerait jamais sans ça, quoi. Donc moi, je fais pas l'apologie des réseaux sociaux, mais en tout cas, les rencontres que j'y ai faites, moi, il y en a plein qui m'ont ouverte sur plein de choses. Bon, en tout cas, moi j'en ai fini avec mes questions. J'en aurais plein d'autres en fait. Non, mais je les garde. Mais en tout cas, je pense qu'on est bon au niveau du timing. Et puis peut-être, du coup, voir un petit peu avec vous s'il y a des questions, que ce soit des questions qui ont émergé suite un petit peu à tout ce qu'on vient de dire, ou est-ce que au contraire, c'est des questions que vous aviez déjà à poser à Aminata. Ouais. En tout cas, merci. Voilà. C'est pas une question, mais c'était vraiment un grand remerciement en fait. Parce que j'ai vraiment eu cette impression. Alors, ok, oui, tu es Aminata, tu es noire, voilà. Mais moi, il y a plein de choses que j'ai récupérées. Et puis surtout, où j'ai eu cette impression que tu parlais de moi de manière très intime. C'était un peu troublant en fait, et ça faisait écho à plein de choses en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme qui a été mariée avec un Sénégalais aussi très longtemps, sur la question d'identité, la question des enfants aussi qui sont métis. Et en fait, c'est vrai que ça a questionné, ça me re-questionne, et la question d'identité, elle est tellement... jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort, jusqu'à notre mort, en fait, notre identité, elle évolue, elle se transforme, elle prend vie, quoi, voilà. Il y a des traits de caractère que moi j'aime pas, j'ai envie de laisser, donc j'ai mis derrière, et puis, voilà, il y a plein de choses. Et puis, moi je suis beaucoup dans l'humour aussi, un peu, c'est aussi vraiment une carapace, ça me protège, mais ceux qui arrivent à décortiquer, généralement derrière l'humour, ils connaissent, ils savent aussi. Donc je vais vraiment te dire vraiment un grand merci. Merci à toi pour ça. Moi je suis flattée d'entendre ça. Je suis contente que tu sois retrouvée dans certains de mes partages, et merci pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut continuer la discussion plutôt entre vous au bar, dans la salle à côté. Donc merci à vous d'avoir été présents. Merci beaucoup Aminata, ça a été un plaisir.